Le 23 juin se tient le sommet international connu comme la conférence de Berlin II. Ce sommet international qui est dédié à la Libye, il réunit d'un côté le gouvernement exécutif transitoire, qui est l'autorité actuellement reconnue par les Nations Unies pour exercer le pouvoir en Libye, et qui a été élu au terme d'un processus sur lequel nous on reviendra tout à l'heure. Et de l'autre côté, la plupart des États, enfin les principaux États et les principales organisations internationales qui sont ou ont été impliquées dans le conflit libyen ou dans le processus de réconciliation nationale qui suit plus ou moins bien son cours. Alors son principal objet, c'est d'évoquer les conditions dans lesquelles pourraient se dérouler les élections nationales qui sont actuellement prévues, pour l'instant prévues pour le 24 décembre 2021. Donc je dis pour l'instant puisque le contexte local attelle à la prudence, ou en tout cas à mettre certaines réserves quant à la faisabilité de la chose, puisque ce contexte est caractérisé par la persistance d'ingérences étrangères qui se matérialisent par un soutien militaire ou diplomatique visant à appuyer l'accès à des fonctions de pouvoir importantes de la partie qui défendra tel ou tel type d'origine politique ou tel ou tel type d'intérêt. Alors, nous, dans le cadre de cette conférence, on ne va effectivement pas évoquer l'ensemble des intérêts qui s'affrontent concurremment sur le territoire libyen. Ce serait beaucoup trop ambitieux. Mais on va s'intéresser à ceux des intérêts de l'Union européenne qui sont en lien avec ce conflit libyen. Et on va les traiter sous l'angle, d'une part, des moyens que l'UE déploie pour faire valoir ses intérêts, et d'autre part, des limites que le contexte régional et local y oppose. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même prendre le temps d'une petite introduction, puisque l'internationalisation du conflit libyen, c'est un terme qui mérite quand même quelques explications. Donc, on va s'atteler à vous présenter un peu la toile de fond du sujet. Alors, Nour va commencer par vous présenter les principaux jalons du conflit libyen pour quand même vous donner quelques repères quant au contexte local dans lequel s'insèrent les développements à venir. Après quoi, je reviendrai vers vous pour traiter de l'appréhension du conflit libyen par le droit international dans le cadre onusien. Donc voilà, je laisse tout de suite la parole à Nour pour commencer cette introduction. Bonsoir à tous. Donc effectivement, en ce moment il y a le sommet international Berlin II, qui d'ailleurs se tient au sein du ministère des Affaires étrangères allemand, en présence donc des acteurs aussi bien européens que régionaux, pour justement discuter des prochaines élections, comme a rappelé Chloé. Mais avant d'aller plus loin, il m'apparaît essentiel de revenir quelques instants sur la genèse d'un conflit complexe aux acteurs multiples aux portes de l'Europe. Donc rappelons qu'avant l'effondrement du régime libyen en février 2011, la Jamahiriya, aussi connue, signifiant littéralement l'état des masses de Muammar Kadhafi, avait mis en place pendant 42 ans une politique de déstructuration des rouages institutionnels et de toute entité susceptible de s'autonomiser et une instrumentalisation du fait tribal dans l'objectif d'empêcher l'émergence d'une société civile potentiellement politisée. Et donc c'est dans ce contexte tout particulier et propre au cas libyen qu'une dynamique populaire portée par les soubresauts révolutionnaires de ses voisins tunisiens et égyptiens que la population libyenne s'est emparée de la rue. Néanmoins, rappelons tout de même la singularité du printemps libyen qui va au-delà d'une simple déclinaison locale des mouvements contestataires dits du printemps arabe. Donc, contrairement aux autres pays contestataires, par exemple en Tunisie, en Égypte, au Yémen ou en Syrie, la révolte libyenne a connu une militarisation rapide et exponentielle, ainsi qu'une intervention des puissances occidentales. Et donc, cette militarisation singulière et l'absence de société civile, comme je l'ai rappelé en propos liminaire, et de partis politiques, ont en quelque sorte contribué à l'empêchement d'une mobilisation démocratique et civile.
Donc, je ne reviendrai pas sur les résolutions 1970 et 1973 qui ont permis cette intervention occidentale, qui ont permis l'intervention de l'OTAN précisément en Libye, puisque Chloé se chargera de les développer plus tard. Je reviendrai plutôt sur ce que je considère les deux grandes inflexions du conflit libyen, à savoir d'abord la Seconde Guerre civile libyenne, qui est donc pourquoi Seconde Guerre libyenne a différencié avec la Première Guerre civile libyenne qui fait référence donc au conflit qui va suivre la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Et donc la Seconde Guerre civile libyenne qui a débuté à peu près en 2014, elle est importante puisqu'elle a conduit au morcellement territorial que l'on connaît aujourd'hui. Donc, à savoir entre les trois grandes provinces libyennes, donc d'un côté la Tripolitaine à Tripoli, la Cyrénaïque, donc la Tripoli à l'ouest, la Cyrénaïque à l'est et le Fezzan au sud. Et donc, à l'heure actuelle, il y a quelques mois, il y avait deux gouvernements distincts. D'un côté, le gouvernement d'union nationale à Tripoli, et de l'autre côté, le Parlement de Tobrouk à l'est. Mais à l'heure actuelle, le territoire demeure fragmenté entre l'est et l'ouest, mais il y a eu un petit changement, puisqu'il y a eu un conseil de transition qui a été nommé très récemment dans le cadre onusien du Forum du dialogue politique libyen, qui est justement chargé d'organiser les élections présidentielles. Et donc, le premier ministre qui a été désigné, c'est Abdelhamid Dbeiba, ainsi qu'un triumvirat comprenant un représentant, donc un conseil présidentiel comprenant un représentant des trois provinces que je viens de citer. Et à l'est de ce pays, on a donc le Parlement de Tobrouk, doté d'une armée, une armée nationale libyenne, commandée par le maréchal Khalifa Haftar. Donc ce maréchal connu pour être intrépide et belliqueux. À l'ouest, on a donc la Tripolitaine, avec un gouvernement d'union nationale qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, est dirigé par un conseil de transition politique qui a été élu dans le cadre onusien du Forum du dialogue politique libyen, et donc qui est justement chargé d'organiser les prochaines élections. Et à l'est, donc on a le Parlement de la Chambre des représentants, donc à Tobrouk, et qui est doté d'une armée, donc l'armée nationale libyenne, commandée par le maréchal Khalifa Haftar. Et donc, comment le maréchal Khalifa Haftar a gagné en influence ces dernières années? C'est surtout parce qu'il va lancer une offensive en 2014 pour récupérer des zones sous contrôle de groupes terroristes, donc de groupes armés salafistes, à Benghazi notamment, puis à Sirte et à Derna. Et donc, c'est un moment crucial pour Khalifa Haftar, puisque désormais, il apparaît comme un rempart au terrorisme islamique, et islamiste, et c'est à ce moment-là qu'il commencera à bénéficier du soutien de la Russie, de l'Égypte et des Émirats arabes unis. En tout cas, de cette fragmentation du pouvoir libyen, il en résultera donc une décentralisation du pouvoir et une instabilité politique chronique qui rend difficile finalement l'établissement d'un dialogue avec les interlocuteurs européens ou régionaux. Et donc le deuxième grand moment pour résumer, pour tenter de synthétiser le conflit libyen, la deuxième grande inflexion de ce conflit, c'est l'offensive de Tripoli. Donc rappelons-nous, contre toute attente, Khalifa Haftar, donc ce même Khalifa Haftar, comme je disais, intrépide et belliqueux, va déclencher le 4 avril 2019 l'opération Tempête de paix, et il lancera un assaut inattendu contre la ville de Tripoli. Et donc, cela donnera lieu à une guerre entre l'Ouest et l'Est, respectivement, soutenue par la Turquie côté Ouest et la Russie et l'Égypte et les Émirats arabes unis côté Est. Pour conclure, in fine, cette introduction quelque peu longue et perturbée, je dirais que les dynamiques de pouvoir à l'œuvre en Libye post-révolutionnaire nécessitent finalement de saisir l'articulation complexe qui subsiste entre l'échelle locale et nationale. Et la décentralisation du pouvoir que je viens de dénoncer, la militarisation du politique avec Khalifa Haftar, la militarisation du territoire au vu de la prolifération des armes et des groupes armés sur le territoire, sont autant de facteurs à considérer pour appréhender l'internationalisation
de la crise libyenne. Et je laisse la parole à Chloé pour aller un peu plus en avant sur le sujet. Merci Nour. À cette présentation du point de vue local, je vais ajouter en complément la présentation qui va être ma casquette de juriste, qui est celle du droit international, puisque cette internationalisation du conflit a répondu à un dialogue international qui s'est tenu essentiellement dans le cadre onusien. Alors évidemment, les organisations internationales régionales telles que l'Union africaine, la Ligue des États arabes et dans une bien moindre mesure l'Union européenne ont créé des cadres de discussion pour les interlocuteurs, pour les parties au conflit. Mais c'est bien l'ONU qui est resté le forum de discussion privilégié. Alors ONU avec lequel la Libye a un certain passif qui pourra peut-être faire l'objet de questions, mais sur lequel je ne vais pas m'étendre maintenant. Mais en tout cas, dans le cadre de ce conflit, de nombreuses résolutions ont été adoptées par le Conseil de sécurité en réaction. Moi, je vais m'atteler à vous en présenter seulement 4, c'est déjà pas mal, qui sont, à mon sens, les plus importantes, notamment du fait que leurs mesures sont toujours applicables à ce jour. Donc la première d'entre elles, c'est la résolution 1970 du 26 février 2011 qui avait un double objet. Le premier, c'était d'abord de condamner politiquement la répression sanglante de Muammar Kadhafi face au soulèvement du printemps arabe, en lui rappelant sa responsabilité de protéger sa population. À côté de cette condamnation politique et de ce rappel à son devoir en tant que détenteur du pouvoir souverain, ont été adoptées, dans le cadre de cette résolution, des mesures contraignantes. Donc, en premier lieu, une mesure contraignante d'ordre général, qui est un embargo sur les armes, qui a été adopté sans durée fixe, mais avec un mécanisme de réévaluation régulier, et qui est à ce jour toujours en vigueur. Et à côté de cela, des mesures restrictives, donc c'est le terme consacré pour des sanctions individuelles, qui consistent concrètement dans des mesures de gel des avoirs et des interdictions de voyager pour Muammar Kadhafi et certains de ses proches, qui soient membres de sa famille ou proches du régime. Pour compléter cela, c'est la résolution 1970 qui a formalisé la saisine de la procureure de la CPI de l'époque, Fatou Bensouda, qui a ouvert quand même des enquêtes pour crimes contre l'humanité à l'encontre de Muammar Kadhafi, d'un de ses fils, et de Hassan Moussi, qui était un de ses proches lieutenants. Celle contre son fils est d'ailleurs toujours ouverte à ce jour. Cela dit, cette résolution 1970, elle n'a eu absolument aucun effet sur la répression que le régime de Muammar Kadhafi opposait au soulèvement populaire auquel il faisait face. Et au contraire, la répression était si forte que c'est moins de 3 semaines après que la seconde résolution dont je vous parlais a été adoptée, qui est la plus célèbre, c'est la résolution 1973 du 17 mars 2011. Alors, cette résolution, tout d'abord, elle étendait les mesures de gel des avoirs et elle mettait en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est si connue et si importante. C'est surtout parce que c'est la résolution qui a acté que les États partis à la Charte des Nations Unies pouvaient prendre toutes les mesures nécessaires au nom de la responsabilité de protéger. Alors, cette formule est extrêmement importante puisqu'elle acte que le pouvoir étatique est défaillant, ne remplit pas sa mission de protection de sa population et fait un usage de la force publique qui est disproportionné au point de dépasser le cadre de sa souveraineté. Donc l'implication en termes de droit international est très forte puisque ça veut dire que d'autres États vont être légitimes à entreprendre des actions qui vont empêcher le pouvoir d'un État d'agir sur son propre territoire. Donc c'est même un traumatisme en droit international à cette résolution pour cette raison. Je ne vais pas aller plus avant dans ce sujet-là, mais pour ce qui est de la Libye, c'est à ce moment-là que l'intervention de l'OTAN évoquée par nous plus tôt a pu se tenir et s'est en suivi une foule d'interventions étrangères qui ont créé la situation qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, la troisième résolution, elle a été adoptée au moment de ce que nous rappelait la Deuxième Guerre civile, donc c'est-à-dire en 2014, donc dans un contexte assez différent. C'est la résolution 2146 du 19 mars 2014 qui a prévu une seconde mesure de sanction générale, qui est cette fois un embargo sur l'export illicite de pétrole.
Qu'est-ce que ça veut dire export illicite de pétrole? Ça veut dire que c'est du pétrole qui est exporté par des groupes indépendants de l'État central ou de l'autorité qui fait provisoirement office de détentrice du pouvoir étatique et qui l'exporte sans que ça suive le processus normal d'homologation par la National Oil Company, qui est donc l'entité qui normalement homologue le pétrole, permet qu'il soit tracé et que ça aille dans les caisses de l'État. Donc quand c'est illicite, c'est que c'est des groupuscules qui l'exportent sans que ça aille dans les caisses de l'État et qui en font d'autres choses pour leur propre compte. On y reviendra plus tard. Cet embargo sur l'export illicite de pétrole, lui, avait une durée limitée, mais il a été prorogé de nombreuses fois et dernièrement jusqu'au 30 juillet 2022, donc il est encore valable pour un certain temps au moins. Et enfin, la dernière résolution dont je vais vous parler, pour laquelle je reviens un petit peu en arrière puisqu'elle date du 16 septembre 2011, c'est la résolution numéro 2009. Alors, celle-là, je l'ai mise à part puisqu'elle ne comporte pas de mesures restrictives ou de sanctions de condamnation quelconque, mais elle a créé la mission d'appui des Nations Unies en Libye, qui est connue sous son acronyme MANUL, M-A-N-U-L, dont les missions ont évolué à de nombreuses reprises au fil du conflit, mais pour synthétiser, elle a en premier lieu vocation à assurer, à promouvoir, on va dire, la protection des droits humains à l'échelle locale, mais surtout d'une manière qui est de lutter contre la prolifération des armes. À côté de ça, elle a acquis au fil du temps une mission d'appui aux acteurs et actrices de la transition démocratique. Alors, comment on identifie qui sont les acteurs et actrices de la transition démocratique et qui ne le sont pas? Ça, c'est une question très intéressante. Mais en tout cas, une fois qu'on les a identifiés, la MANUL a pour mission de lui apporter son soutien matériel et technique et diplomatique. Et surtout, depuis 8 mois, elle a pour rôle de superviser l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 qui a été conclu entre le camp de l'Est et le camp de l'Ouest, qui était présenté par Nour tout à l'heure, avec Khalifa Haftar d'un côté, et ce qu'il reste de l'ancien gouvernement d'entente nationale, qui était le précédent gouvernement reconnu par l'ONU. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de la MANUL? C'est parce que le fait que la MANUL soit toujours en activité, ça dit quand même des choses intéressantes. La MANUL, à la base, elle avait un mandat de 3 mois. C'était en 2011. Donc on est vraiment loin du mandat initial. Et elle a été prorogée, pas loin, non, même pas, c'est pas loin, elle a été prorogée 10 fois. Par 10 résolutions successives, et à ce jour, elle est encore, son mandat court jusqu'au 15 septembre 2021. À mon humble avis, ça sera prorogé au-delà, sans grand suspense. Je trouve que c'est un bon thermomètre en fait de la communauté internationale, puisque dans le cadre des sommets internationaux ou lors de communiqués officiels, depuis janvier et même parfois depuis un peu avant, les déclarations sont vraiment dans le sens de oui, ça y est, nous sommes dans une ère post-conflit, la Libye n'est plus dans le conflit, la Libye a repris une activité normale en termes d'exportation de pétrole, on n'a plus de blocus pétrolier, les acteurs s'entendent, ils vont à l'ONU, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on a toujours exactement la même opposition d'acteurs et que lorsque les représentants du gouvernement exécutif transitoire actuellement reconnus par l'ONU sont appelés à se prononcer sur telle ou telle question, il n'y a absolument aucune unité qui est constatée. Donc, la MANUL, la dernière prorogation de son mandat témoigne de l'existence d'un conflit actuel qui est absolument pas résolu à ce jour et qui, selon nous, empêche de parler d'une ère post-conflit, terme qui est employé dans pas mal de communiqués. Et ce conflit toujours en cours, il a une importance pour l'Union européenne pour 2 raisons. Alors, une raison très accessoire, mais que j'évoque quand même, c'est que le conflit libyen a mis en exergue la forte fragmentation de l'Union européenne en matière de politique extérieure. Je souligne simplement que l'Allemagne s'est abstenue lors du vote de la résolution 1973 sur la responsabilité de protéger, ce qui a donné lieu à pas mal de remous à l'intérieur de l'Union européenne. Mais plus important, le conflit libyen a affecté et va continuer d'affecter des enjeux stratégiques de premier plan pour l'Union européenne.
du fait de leur interaction avec la configuration du pouvoir politique libyen. Donc ces enjeux stratégiques, on a choisi de les diviser en deux parties. Une première partie qui sera dédiée aux enjeux sécuritaires et une seconde partie qui sera dédiée aux enjeux migratoires. Alors pour notre première partie sur les enjeux sécuritaires, Nour va nous présenter son analyse, encore une fois, à l'échelle de la Libye, qu'elle connaît bien, du contexte sécuritaire libyen. Et pour ma part, je reviendrai après vers vous pour vous présenter les moyens déployés par l'UE pour y faire face et la position, la position qu'elle a vis-à-vis de ce contexte. Donc je laisse encore une fois la parole à Nour. Merci. Alors effectivement, il me paraît difficile d'aborder les enjeux sécuritaires en Libye sans aborder deux grandes problématiques. La première qui est donc les mercenaires étrangers présents sur le territoire libyen, à savoir principalement des mercenaires russes ou turcs, donc soit affiliés à la Russie, soit affiliés à la Turquie, mais il y a aussi des mercenaires soudanais, tchadiens et syriens par ailleurs. La deuxième grande problématique qui me paraît utile d'aborder, c'est la problématique de la sécurisation des sites énergétiques libyens. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je décide d'aborder ce point-là précisément. Mais avant toute chose, concernant les mercenaires étrangers présents sur le territoire libyen, rappelons que tout comme en Syrie, dans le Haut-Karabakh et de notre cas en Libye, la Russie et la Turquie tiennent des postures antagonistes dans leur sphère d'influence. Donc sur le front libyen, les Russes et les Turcs s'affrontent, se sont affrontés par mercenaires interposés, et le soutien finalement modéré et ponctuel que la Russie a accordé au camp du maréchal Khalifa Haftar a contribué au revers cumulé par les forces tripolitaines à l'automne 2019, à savoir donc un peu avant, quelques temps après l'offensive de Tripoli. Donc finalement, pour répondre à ce soutien ponctuel de la Russie, et surtout parce que le front tripolitain s'est retrouvé acculé par l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, et surtout délaissé par une communauté internationale divisée sur le sujet libyen, notamment l'Union européenne, eh bien, le gouvernement d'union nationale va faire appel à son allié turc pour répondre à l'offensive du maréchal libyen. Et donc, en riposte à l'avancée des troupes de l'Est vers Tripoli, le président Erdogan décide, en décembre 2019, d'appuyer activement le gouvernement tripolitain, notamment par l'envoi d'armes, de munitions, d'un support logistique, bien sûr de 7000 combattants syriens venant d'Idlib, et de drones tactiques, etc. Et en l'espace de quelques mois, le rapport de force est renversé en faveur du clan gouvernemental. Mais surtout, on va se demander pourquoi la Turquie, en fait, s'est autant impliquée finalement pour soutenir le clan gouvernemental. Eh bien, rappelons que la Libye dispose de ressources minières assez importantes, et des ressources minières dont manque cruellement la Turquie, puisqu'elle importe 85% de ses ressources naturelles. Et donc, ce qui s'est passé, on peut analyser qu'il y a eu une forme de troc entre ce soutien militaire qui est accordé en échange d'un accord qui a été signé entre le gouvernement d'union nationale et la Turquie, et qui concerne, cet accord d'ailleurs contesté, qui concerne en fait, qui concède à la Turquie l'accès à la zone économique exclusive revendiquée par la Grèce et Chypre. Et donc c'est un accord donc qui a été, comme je le disais, contesté, et justement. Et face à cet accord-là qui a été signé, donc qui a été justement, je pense que Chloé reviendra sur le sujet, on a de l'autre côté des mercenaires donc russes qui finalement, on a des sociétés militaires privées, donc SMP, qui, pour répondre à cette offensive, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont, d'ailleurs, je vais quand même revenir sur le statut de ces sociétés militaires privées, qui sont non reconnues légalement sur le sol russe, mais qui servent finalement indirectement de projection de puissance de la Russie ailleurs, donc notamment dans le cas libyen en Libye.
Et justement, comment ce soutien se matérialise côté russe? Eh bien, en fait, on a pu, comme d'ailleurs révélé par le dernier rapport du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'embargo sur les armes, eh bien, en fait, il y a une route d'acheminement des armes et des mercenaires. Et donc, je pense on a une carte, je pense qu'on pourrait peut-être, du coup, la montrer. Je pense que ce sera plus facile de visualiser ce dont je parle. Et bien sur cette carte-là, on voit donc déjà, on voit que c'est un territoire, donc on voit la répartition du territoire selon la force, donc la présence militaire, donc selon l'armée nationale libyenne ou donc le côté est, ou selon le gouvernement tripolitain, donc le côté ouest. Et ce qu'on voit sur la carte, c'est que l'armée nationale libyenne finalement est beaucoup plus présente sur le territoire, contrôle majoritairement le territoire libyen, contrairement au côté tripolitain. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que toute la présence militaire donc, affiliée à la Russie entoure les grands champs pétroliers. Et donc justement, on a observé qu'en fait, les sociétés militaires privées donc, qui officient en Libye, notamment des mercenaires russes, entourent justement les champs pétroliers libyens. Et donc, j'en viens au sujet qui est donc celui que je voulais aborder, c'est que ça me permet de parler de la sécurisation justement de ces sites énergétiques qui justement, s'ils sont contrôlés, s'ils tombent entre de mauvaises mains, ils augmentent donc la prolifération des armes et surtout le financement du terrorisme puisqu'on n'a plus de contrôle sur le trafic donc du pétrole qui devient du coup illicite. Et donc j'en viens donc à la problématique de la sécurisation des sites énergétiques libyens. Donc, il faut savoir que la sécurité des infrastructures, elle est assurée par des communautés locales, donc à l'instar des Petroleum Facilities Guard, qui veut dire donc brigade des gardes de champs pétrolifères. Et donc, elle a été créée en 1999 par Muammar Kadhafi. Et donc, ces PFG, on va les appeler PFG pour se simplifier les choses, sont composés de brigades locales chargées de justement de la sécurité de ces infrastructures, des actes de blocage ou de sabotage. Et donc, depuis 2013, ce qu'on a observé, c'est que certains d'entre eux se sont politisés et ont des agendas personnels. Et à partir de 2016, s'est opéré un revirement de situation où finalement une compétition accrue s'est installée entre les communautés locales pour l'accès à une source régulière de revenus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs groupes armés se sont agrégés, en fait, agrégés au PFG. Et donc, ce qu'il en a résulté, c'est que c'est devenu un facteur significatif des nombreux blocages, des blocages partiels qui sont provoqués du coup par les PFG, donc ceux qui étaient censés les surveiller. Et donc voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2016, le maréchal Khalifa Haftar, donc il va provoquer d'autant plus la politisation du contrôle des infrastructures pétrolières, puisque pour promouvoir son agenda politique et personnel, et surtout parce que ça lui donne finalement une monnaie d'échange avec les acteurs régionaux, internationaux et surtout nationaux. Et donc, il a été l'instigateur par ailleurs de plusieurs arrêts de production dans l'est du pays, soit là où se trouvent les plus importants champs pétrolifères. Ce qui a évidemment abouti à des pertes considérables pour les revenus d'État libyens, majoritairement dépendant de la rente pétrogazière. Et puis, ce qu'on observe surtout, et je pense que c'est l'élément le plus important, c'est que depuis la chute du régime de Kadhafi, la sous-traitance de la sécurité des infrastructures pétrogazières à des sociétés militaires privées est devenue un aspect important dans le secteur de l'extraction. D'ailleurs, pour contourner la loi libyenne qui n'autorise que les compagnies de sécurité privées locales ayant préalablement reçu une licence du ministère de l'Intérieur libyen à exercer sur le territoire, eh bien les SMP, donc les sociétés militaires privées internationales, étrangères, se sont alliées à des compagnies locales qui détiennent cette licence. Et donc elles ont elles-mêmes, ou alors encore mieux, elles ont elles-mêmes créé leur branche locale. Et donc finalement, la reprise de la production du pétrole et du gaz libyen a poussé ces sociétés militaires étrangères à se retirer des sites, mais en restant stationnées aux alentours. Et donc, selon plusieurs médias locaux et aussi bien que le dernier rapport du Conseil de sécurité de l'ONU, qui fait état donc de la présence de mercenaires étrangers, notamment précisément russes,
qui demeurent stationnés autour des plus grands champs pétroliers, et la NOC, donc la National Oil Company, donc la compagnie du pétrole libyenne, a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude concernant la présence de ces mercenaires étrangers et va jusqu'à même soupçonner un trafic illicite de pétrole mené par ces 10 mercenaires. Et donc, pour conclure, je dirais que la sécurisation des infrastructures pétrolières est importante pour l'Union européenne, puisqu'elle cherche d'abord à empêcher la prolifération des armes et le financement du terrorisme avec le trafic illicite du pétrole, mais sans oublier non plus que malgré sa volonté croissante de sortir de la dépendance de son approvisionnement en gaz russe, et la Libye, rappelons-le, possède les plus importantes réserves de pétrole du continent, et elle possède aussi des réserves de gaz naturel offshore découvertes en Méditerranée orientale, d'où l'intérêt de cette zone économique exclusive que je viens d'aborder. Rappelons que parmi les stratégies élaborées par l'Union européenne pour assurer sa sécurité énergétique, l'Union européenne envisage de se tourner vers la Méditerranée orientale. Et suite aux complications de la mise en place d'un corridor sud-européen, que va aborder plus en détail Chloé, la Libye joue un rôle crucial. Et c'est aussi sous ce paradigme que peut être considérée l'influence croissante de la Russie en Libye et la présence de ces mercenaires autour des principaux champs pétrolifères. Je laisse la parole du coup à Chloé sur la suite du sujet. Merci beaucoup, Nour. Alors, je vais reprendre un petit peu point par point à ce que tu viens de dire du point de vue de l'UE, pour laquelle, donc, comme on l'aura compris, il y a un double enjeu sécuritaire qui est lié au conflit libyen. D'un côté, il y a la question de la prolifération des armes, et de l'autre côté, il y a la question de la sécurité énergétique. Alors, sur la prolifération des armes, donc le but de l'UE, ça va être effectivement d'éviter l'armement et le financement de groupes armés terroristes, donc d'empêcher que des armes arrivent jusqu'à eux et d'empêcher qu'ils vendent du pétrole pour s'en procurer, et également d'éviter que des groupes acquièrent finalement du pouvoir qui leur permettent de continuer à fragmenter l'autorité en Libye, puisque ça empêche l'Union européenne d'avoir un interlocuteur fiable finalement sur place qui puisse exercer effectivement une autorité sur le territoire, ce qui clairement n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Sur ce point, il va y avoir une réponse véritablement européenne dans le cadre de la compétence de l'UE pour mener une politique de sécurité et de défense commune. Sur le second aspect, qui est la sécurité énergétique, alors l'UE subit plus qu'elle n'agit par rapport à ça, puisque l'impact du conflit libyen sur la sécurité énergétique de l'UE, c'est l'éloignement d'alternatives, comme l'a évoqué Nour, à la dépendance très forte à la Russie, sur laquelle je reviendrai. Et par rapport à ça, la réponse européenne n'est pas véritablement européenne, puisqu'il s'agit plutôt d'initiatives intergouvernementales avec un appui diplomatique de l'UE. Donc, je vais traiter ces deux points successivement. Donc en premier lieu, sur la prolifération des armes. Dans le cadre de sa compétence de politique et de sécurité et de défense commune, l'Union européenne a créé un cadre en 2015 qui est le cadre d'EUNAVFOR-MED. Alors peut-être que la plupart d'entre vous ont dû en entendre parler sous l'angle migratoire, mais les missions d'EUNAVFOR-MED ne sont pas uniquement liées à la gestion des frontières extérieures sous l'angle du contrôle des migrations, mais ce cadre a également acquis un rôle très important l'année dernière en matière de contribution à la paix internationale. EUNAVFOR-MED, c'est l'acronyme pour Force navale de l'Union en Méditerranée. Donc, il s'agit du cadre d'opérations extérieures militaires, ce qui va de pair avec un mandat de force. Donc, les opérations qui sont menées dans le cadre de EUNAVFOR-MED ont le pouvoir d'exercer la contrainte dans le cadre de leur mandat. Alors, le 31 mars 2020, l'opération Sophia, qui avait été lancée en 2015 dans le cadre de EUNAVFOR-MED, s'est terminée, j'y reviendrai plus tard, pour céder la place à l'opération Irini, qui, elle, est directement liée à la guerre civile libyenne, puisque son mandat principal est de contribuer à l'application des résolutions 1970 et 2146 que j'ai citées en introduction et qui concernent respectivement l'embargo sur les armes et l'embargo sur l'export illicite de pétrole. Donc concrètement, qu'est-ce que fait Irini? En premier lieu, Irini fait du renseignement. Donc comment elle fait? Elle va d'abord se baser sur l'utilisation des systèmes d'information de l'UE, qui en a plusieurs, mais ça va être essentiellement là, le cadre d'Europol, Europol qui est l'agence européenne qui permet la coopération policière transnationale.
Et à côté de ça, IRINI va pouvoir mobiliser les systèmes de surveillance de l'UE, et en l'occurrence, ce sera essentiellement ce qu'on appelle le SATSEN, donc c'est le centre satellitaire de l'Union européenne, qui lui permet de suivre les mouvements de navires, de personnes, etc., par voie satellitaire. Sur la base des informations collectées et analysées dans ces cadres, elle va pouvoir, ou en tout cas tenter, d'identifier les navires ou avions qui sont suspectés de transporter des armes ou du pétrole sujets aux mesures d'embargo. Et dans le cadre du mandat de force dont elle bénéficie, l'opération IRINI va pouvoir aborder, fouiller, inspecter les bâtiments concernés et, le cas échéant, si elle trouve quelque chose d'illicite, saisir la cargaison. Donc concrètement, les moyens d'IRINI ne sont pas européens, ils sont fournis par les États membres. Il n'y a pas de bâtiment militaire européen dédié pour ça, mais à tour de rôle, les États membres vont fournir des bâtiments militaires, des avions de patrouille et puis des ressources humaines pour le quartier général à Rome, pour les agents en mer et pour les agents qui sont au sol en Libye. Donc, IRINI agit depuis donc, quasiment un an. Et le résultat, cela dit, n'est pas... on peut dire qu'il se fait attendre à l'heure actuelle. Alors, sur l'application des mesures d'embargo, déjà, il y a un constat qui dépasse IRINI, qui est dressé de manière générale par Yann Koubris, qui est l'envoyé spécial de l'ONU en Libye. Anne a évoqué lors de sa présentation le rapport qu'il a rendu le 8 mars 2021. Nous, on l'a évoqué aussi. Donc, je cite un passage qui est maintenant célèbre chez un certain nombre de juristes, mais voilà, qui vaut le coup d'être cité. Donc, Yann Koubris écrivait dans ce rapport « L'embargo sur les armes est d'une inefficacité totale. Les violations commises par les États membres qui appuient directement les parties au conflit sont généralisées et flagrantes et témoignent d'un mépris total à l'égard des mesures de sanctions. » Bon, c'est quand même assez éloquent, sachant que le précédent envoyé spécial de l'ONU en Libye avait démissionné pour justement exactement les mêmes raisons. Voilà. Ce constat, cela dit, ne s'adresse pas spécifiquement à IRINI. Comme je l'ai dit, c'est un constat général. S'agissant d'IRINI spécifiquement, alors les résultats que je vous donne datent de mars, là, donc voilà, un an de mission. Alors IRINI a fait un certain nombre de choses, mais pour un résultat finalement assez faible. Alors IRINI, en mars, avait procédé à 2340 interrogations de navires, 94 approches amicales, 8 abordages et une saisie de cargaison. Donc, il s'agissait de carburant qui visait à ravitailler des avions de combat et qui relevait donc de l'embargo sur les armes. Alors, il y a eu énormément d'interrogations de navires, donc IRINI est clairement active, mais finalement, elle a pu saisir, en tout cas en date de mars, alors je ne sais pas s'il y a eu des changements depuis, mais une seule cargaison. Et le contraste est saisissant quand on lit le rapport de l'envoyé spécial de l'ONU en Méditerranée centrale qui relève des centaines et des centaines et des centaines de violations des mesures d'embargo. Alors, pourquoi du coup ce contraste ? Déjà, IRINI agit en mer. Et il faut voir qu'une immense partie des violations sont par voie aérienne, notamment du fait de la Russie qui passe par sa base syrienne. Du coup, bon, il y a, comme disait Nour tout à l'heure, il y a au moins 500 violations qui sont recensées, sans compter celles qui ne sont pas recensées. Donc déjà, il y a cette limite, pour le coup, structurelle, mais il y a également les limites que le contexte régional oppose aux moyens déployés dans le cadre d'IRINI, puisqu'on a eu notamment un épisode où la Turquie a carrément entravé avec des frégates turques une saisine de cargaison à laquelle voulait procéder IRINI. Et l'Union européenne étant assez timide vis-à-vis de la Turquie qui est impliquée dans la gestion de ses frontières extérieures, finalement n'a pas réagi avec force à cette entrave qui est pourtant quand même assez, un acte assez fort au regard du droit international qui régit le droit de la mer. Donc voilà, IRINI, cela dit, un an. C'est une opération qui n'est encore pas très vieille, mais à ce jour, l'UE déploie clairement un moyen dans le cadre d'une politique structurée existante qui a un passif, etc. Mais
voilà, les résultats en termes de contribution à la lutte contre la prolifération des armes et à la lutte contre l'export illicite de pétrole ne sont pour le moment voilà, pas brillants. Cela dit, nous avons avec Anne une grande spécialiste du sujet, donc peut-être qu'elle aura d'autres choses à dire ou des questions à me poser, je ne sais pas. On verra plus tard. En tout cas, voilà pour la réponse de l'UE et ses résultats squelettiques pour le moment en matière de prolifération des armes. J'en viens à la question de la sécurité énergétique. Alors, le lien est un peu indirect entre le conflit libyen et la sécurité énergétique, mais il existe, donc je vais essayer de rendre ça clair. Déjà, un élément de contexte qui est important, c'est que l'UE, elle est extrêmement dépendante en termes énergétiques, puisque plus de 60% de la consommation des États membres vient d'imports d'États tiers. Donc 60%, c'est assez considérable. Elle n'est pas dépendante de la Libye spécialement, puisqu'elle importe 0% de son gaz en Libye, juste 6% de son pétrole et aucun combustible solide. Mais le conflit libyen impacte les possibilités pour l'Union européenne de limiter sa dépendance énergétique en général et en particulier vis-à-vis de la Russie, puisque le conflit libyen a mis à mal les projets d'un groupe d'États qui s'appelle le Forum du gaz de la Méditerranée orientale et qui rassemble Israël, l'Égypte, la Grèce, l'Italie, Chypre et depuis le 9 mars, la France. Les USA en font partie, mais simplement en tant qu'observateurs. Et le Forum du gaz de la Méditerranée orientale est le cadre dans lequel doit normalement être construit le gazoduc qui s'appelle EastMed. Il vise à relier le gaz qui est dans le gisement qu'on appelle Léviathan, qui est un gisement de gaz assez considérable en Israël, ainsi que le gaz offshore égyptien qui est également considérable, point qu'ils en ont trop, ils doivent l'exporter. Donc EastMed vise à rallier ces deux bassins gaziers israéliens et égyptiens à la Grèce. Pour le moment, il n'existe pas. Hein. C'est un projet. Et c'est un projet qui est mis en péril pour le moment par les mémorandums d'accord turco-libyens qu'a évoqué Nour tout à l'heure. Donc elle disait que j'allais développer, donc je vais le faire un petit peu. Ces mémorandums d'accord turco-libyens qui ont été conclus en 2019, donc ils étaient conclus avec le précédent gouvernement reconnu par l'ONU, qui était dirigé par Fayez al-Sarraj, et Erdogan, donc le président turc. Et il reconnaissait à la Turquie ce qu'on appelle une zone économique exclusive en mer. Donc ça veut dire que c'est une zone dans laquelle elle peut exploiter les ressources pour son économie. Il y a une convention de l'ONU qu'on appelle la convention de Montego Bay, qui est la convention de l'ONU sur le droit de la mer, qui date de 1982, qui précise les modalités dans lesquelles on peut délimiter sa zone économique exclusive. La manière dont cette zone économique exclusive reconnue à la Turquie a été délimitée dans le cadre des mémorandums turco-libyens est complètement non conforme à cette convention. Mais la Turquie y oppose un argument qui est qu'elle n'a pas ratifié cette convention, qu'elle se sent du coup absolument pas concernée par ça, et que de toute façon, elle attend bien de voir ce que les autres États vont faire pour l'empêcher d'agir. Donc, bon, c'est une manière de procéder un peu spéciale, mais qui, ceci dit, pour le moment, a pour effet que, effectivement, le gazoduc EastMed ne peut pas être construit, tandis que la Turquie fait des forages dans les eaux territoriales libyennes et notamment chypriotes, ce qui a déclenché une mini-crise diplomatique, mais qui s'est vite résorbée pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, le lien entre la sécurité énergétique de l'UE et le conflit libyen, il est là, il est dans les possibilités qu'a ouvert le conflit libyen à d'autres acteurs, donc là, principalement la Turquie et la Russie, de se livrer à des actions qui mettent en péril les projets qu'ont des États membres de l'UE pour pouvoir assurer leur sécurité énergétique, et notamment pour pouvoir se défaire, au moins en partie, de la dépendance colossale que l'Union européenne a vis-à-vis de la Russie. Alors, je vous donne quelques chiffres parce que j'en parle, mais voilà. La dépendance énergétique de l'UE à la Russie, c'est 40% des imports en gaz naturel de l'UE qui sont couverts par la Russie, 29% des imports en pétrole de l'UE qui sont couverts par la Russie, et 42% de ces imports en combustible solide. Donc, combustible solide, ça veut dire concrètement le bois et le charbon.
Donc 40%, 29% et 42% pour la seule Russie. Il n'y a aucun autre État qui a une telle part dans les imports d'énergie vis-à-vis de l'Union européenne. La plupart des autres États qui exportent donc vers l'UE, c'est 6%, 7%, 14% exceptionnellement, mais c'est extrêmement, extrêmement faible. Donc du coup, la Russie a un pouvoir diplomatique et en termes de mise en péril sécuritaire très très fort vis-à-vis de l'UE dans ce cadre. C'est d'autant plus problématique que la piste de la sécurisation des apports énergétiques russes est elle aussi mise en péril pour tout un tas de raisons qui vont de la crise ukrainienne de 2013 jusqu'aux sanctions américaines à l'encontre d'entreprises européennes qui participeraient à la construction de gazoducs impliquant le gaz russe. Donc concrètement, ça s'est traduit déjà par des abandons de projets. Donc le gazoduc South Stream qui devait passer au sud de l'Ukraine a été abandonné. Les travaux d'agrandissement du gazoduc Nord Stream qui rejoint l'Allemagne sont interrompus du fait des sanctions américaines. Et les projets en cours, notamment le gazoduc qui s'appelle la Tesla Pipeline, qui doit relier la Russie et l'Autriche, pour le moment n'est pas construit et il s'arrête actuellement à la Serbie, donc il n'y a pas de section construite dans l'Union européenne. Donc, pour toutes ces raisons, la dépendance de l'UE à la Russie est problématique et ce qu'elle voulait faire pour s'en débarrasser en partie est mis en péril par les possibilités qu'a ouvert le conflit libyen à la Turquie. Donc, c'est un peu anecdotique pour le moment, mais ce qu'il reste, la piste qu'explore l'UE actuellement, c'est le Turkménistan, dans l'État dans lequel elle est actuellement en train de mettre en place une représentation diplomatique. Turkménistan, qui est un État assez discret, mais qui est quand même le deuxième État mondial en termes de ressources gazières, ressources qui ont été certifiées dans les années 2000. Et l'UE prospecte, des États membres de l'UE, prospectent depuis la fin des années 2000 pour pouvoir s'en servir. Donc, il y a quand même un certain nombre de difficultés logistiques liées à la localisation du Turkménistan. S'il y en a qui ont des questions, je développerai, mais je pense que je vais m'arrêter là sur ce sujet puisque j'ai suffisamment parlé pour mon tour. Mais voilà ce qu'on peut dire de ce que peut faire l'UE, de comment l'UE est affectée et comment elle réagit au conflit libyen du point de vue de la sécurité, qu'il s'agisse de la prolifération des armes ou de la question très importante de l'énergie. Justement, je vais prendre quelques minutes, on va faire un petit retour en arrière parce qu'en fait, j'ai omis de préciser en fait la route et la route d'acheminement des armes côté russe. Et justement, tu as fait allusion au Conseil, donc au dernier rapport du Conseil de sécurité de l'ONU qui fait état de au moins 500 vols par mois, justement, entre la Syrie et la Libye. On va prendre quelques secondes, je vais juste reprendre la carte faite par mes soins par ailleurs. Et donc sur cette carte, donc le cartouche, donc ce qui est la focale qu'on voit là, ce qu'on voit, c'est que donc en vert, ce sont les routes d'acheminement qui sont représentées, donc qui sont affiliées à la Turquie, et dans la couleur orangée, ce sont la Russie. Et donc ce qu'on voit là, c'est que la première flèche, donc on voit un bout de la Russie, donc la première flèche qui passe par Sébastopol et qui traverse les détroits turcs va vers l'est de la Libye. Et il y a aussi un autre moyen, et donc là c'est un passage maritime, parce que du coup, Sébastopol, c'est un port, et donc il passe par les détroits turcs. Et de l'autre côté, on a un autre chemin qui passe par la Syrie, à travers la base navale et aérienne de Tartous et de Hmeimim, et qui joue un rôle prépondérant justement pour le maintien du maréchal Khalifa Haftar en Libye. Donc j'ai jugé utile de rappeler malgré mon omission première. Et puis ce qu'on voit là, donc pourquoi les Émirats arabes unis sont tout de même visibles, c'est parce que selon le dernier rapport justement du Conseil de sécurité de l'ONU, on apprend que grâce à des montages financiers complexes, les Émirats arabes unis financent justement et participe activement au soutien également de l'armée nationale libyenne, du maréchal Khalifa Haftar. Et donc toutes ces raisons-là, tous ces soutiens-là, justement, expliquent un peu d'une certaine façon, mettent en lumière la présence et la continuité la force aussi et la puissance d'influence du maréchal Khalifa Haftar en Libye. Et donc ça, c'était une petite parenthèse, mais on va passer du coup à la troisième partie.
la deuxième partie qu'on a décidé d'aborder, qui aborde la question des enjeux migratoires. Et donc, moi, je vais donc commencer par aborder les enjeux migratoires côté libyen, donc essayer de voir le fonctionnement, d'analyser, de mettre en lumière le fonctionnement administratif lié à la gestion des frontières et à la sécurité maritime en Libye. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, au vu du peu d'informations qui existent sur le fonctionnement administratif lié à la gestion des frontières et de la sécurité maritime en Libye, eh bien, j'ai décidé de contacter un collègue et ami qui travaille pour une ONG, travaillant pour une ONG américaine sur place et se trouvant régulièrement en Libye, m'a donné donc quelques éléments d'analyse que je n'aurais pas pu avoir puisque je ne suis pas régulièrement sur place. Eh bien, compte tenu du morcellement des institutions libyennes, donc c'est une organisation donc indépendante. On peut appeler ça une organisation, on peut appeler ça une autorité qui s'appelle donc DCIM pour Directorate for Combating Illegal Immigration, donc un directorat pour combattre les migrations illégales. Et donc, on ne sait pas trop comment, en fait, on ne sait pas quelle terminologie choisir pour le définir, puisque c'est pour certains un centre de transit, pour d'autres c'est un centre d'investigation. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont chargés de traquer les migrants, de régulariser leur statut, etc. Et donc ces centres sont contrôlés par des groupes locaux, donc ils sont des groupes locaux, autrement appelés des milices armées. Et donc, la politique de gestion migratoire diffère de façon assez drastique entre l'ouest et l'est de la Libye. Et cela dépend principalement de la pression migratoire qui n'est pas la même sur la côte donc, ouest et la côte est, puisque la plupart des migrants veulent passer par la côte ouest qui facilite l'accès à l'Union européenne. Et donc, à l'ouest, on a donc une coordination de ces centres qui est quelque peu fragmentée, quelque peu sporadique, et justement, et donc, contrairement à l'est du pays, c'est beaucoup plus organisé et beaucoup plus structuré. Et donc, concernant le contrôle de ces centres, eh bien, il n'y en a tout simplement pas. Donc, c'est souvent le groupe armé local ou la tribu locale qui en est chargé. Et bien qu'ils, officiellement, ces centres-là dépendent du ministère de l'Intérieur libyen, eh bien, finalement, ils sont assez indépendants. Et concernant les gardes-côtes libyens, qui sont plus ou moins légaux et qui sont considérés comme ce qu'on peut appeler des gendarmes, mais qui sont en réalité, en fait, encore une fois, des groupes armés indépendants, très souvent peu formés. Et surtout, ils ont des effectifs très, très réduits. Et leur méthode, bien que décriée assez régulièrement par l'Union européenne, continue de faire des morts et des blessés lors des interceptions de migrants clandestins en mer. Et donc, il a été observé de nombreux cas de complaisance et de corruption avec les contrebandiers, donc les smugglers. Et finalement, ce que je peux dire pour conclure, c'est que la gestion administrative libyenne, censée être sous l'autorité du ministère de l'Intérieur libyen, est sous-traitée, encore une fois, on voit que la sous-traitance, c'est une pratique assez récurrente, est sous-traitée donc à des autorités ou groupes locaux, sans qu'il n'y ait de contrôle ou de suivi, tant que les migrants, finalement, sont repêchés et empêchés de rejoindre la rive européenne. Et donc, je vais laisser donc la parole à Chloé pour aborder les moyens qui sont élaborés justement par l'Union européenne pour réguler ces flux migratoires. Merci beaucoup, Nour. Alors, je trouve que c'est très, très précieux et intéressant d'avoir un retour de quelqu'un qui est sur le terrain et qui permet de mettre en lumière cette sous-traitance, puisque du coup, ce que ça met en lumière, très important à mon sens, c'est la totale impossibilité de moindre process de due diligence. Donc, due diligence, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par vérification raisonnable, qui est la base de n'importe quel processus dans lequel une autorité sous-traite un travail à une autre. Donc, l'UE sous-traite une partie de la gestion de ses frontières à la Libye. Mais en réalité, il est absolument impossible, dans le contexte que Nour vient de décrire et qui est d'ailleurs aussi renseigné de manière plus parcellaire et moins précise, d'où la pertinence des informations, mais qui est renseigné aussi par ailleurs, il est absolument impossible pour l'Union européenne de sous-traiter quoi que ce soit à la Libye en vérifiant à minima comment les choses sont faites.
Ce qu'on a par contre comme certitude, c'est des violations massives des droits fondamentaux qui sont donc renseignés par un certain nombre de rapports, mais je vous renvoie simplement à un qui est récent, qui vient juste de sortir là, le mois dernier, qui est le rapport de Michelle Bachelet, qui est la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le titre de ce rapport est List of Disregards, ce qui pourrait, traduction exacte n'est pas possible, mais je vais le traduire par négligence mortelle, et qui porte spécifiquement sur le rôle de l'Union européenne dans les morts en Méditerranée et dans les geôles libyennes. Donc, je vous renvoie à ce rapport. Si vous tapez Michelle Bachelet, List of Disregards, vous allez tomber dessus. Ce qui est intéressant et ce dont je vais vous parler, c'est que malgré cela, il y a une volonté persistante de l'Union européenne de vouloir consolider et développer l'implication de la Libye dans la gestion de ses frontières extérieures. Alors, je vais scinder mes développements en 2 points. En premier lieu, je vais vous présenter rapidement le rôle de la Libye dans la gestion des frontières extérieures de l'Union, qui est extrêmement important. Et en second point, je préciserai les moyens déployés par l'UE, non pas pour finalement accroître sa possibilité de vérification et de contrôle sur le travail des autorités libyennes, mais au contraire pour consolider et développer le rôle de la Libye tel qu'il existe déjà, en dépit du conflit libyen, si ce n'est en s'appuyant même sur le conflit libyen. Donc, pour ce qui est du rôle de la Libye dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, il faut d'abord définir un terme qui est celui de gestion des frontières extérieures de l'Union, puisque dans tous les documents programmatiques et de communication de l'Union européenne, le terme de gestion des frontières extérieures de l'Union est présenté comme un concept. Donc, il est issu des conclusions d'un Conseil européen de 2004. Et la gestion des frontières extérieures de l'UE, c'est un concept qui se traduit par des partenariats, donc qui prennent différentes formes juridiques, voire parajuridiques, des partenariats qui vont être noués avec des pays tiers, qui vont être identifiés soit comme des états de départ des flux migratoires, soit comme des états de transit sur ce qu'on appelle les routes migratoires. Alors, le but de la gestion des frontières extérieures est double. D'une part, il s'agit de s'assurer de faire en sorte que les pays cibles, puisque donc dans les documents programmatiques, on parle de pays cibles, de recrutement, enfin c'est très bureau des légendes comme vocabulaire. Le premier but, c'est de faire en sorte que les pays cibles chargent leurs autorités locales de missions répressives qui visent à empêcher la sortie du territoire de personnes qui voudraient rejoindre l'Europe sans visa. Donc, quand on parle de migrants, il faut voir que ce n'est pas la personne qui bénéficie d'une exemption de visa ou qui a un visa. C'est des personnes qui se caractérisent simplement par le fait qu'elles n'ont pas de visa ou ne bénéficient pas d'un régime d'exemption de visa et qui veulent donc rejoindre l'Europe. Donc, premier but, empêcher ces personnes de le faire. Ce qui n'est pourtant pas illégal. Hein. Les personnes peuvent rejoindre l'Europe pour y déposer une demande de protection internationale, etc. Mais malgré tout, l'UE met en place des choses pour lutter contre cela. Le deuxième but, c'est de former les autorités de ces États cibles, soit parce qu'ils sont donc état de départ, soit état de transit des migrations, de les former aux droits fondamentaux. Alors, pourquoi cet objectif de formation des autorités locales aux droits fondamentaux ? En fait, le premier but, c'est de faire en sorte de pouvoir désigner ces États comme des pays tiers sûrs au sens de droit de l'Union européenne. Donc, en fait, quand une personne est passée, donc qui, encore une fois, n'a pas de visa et veut rejoindre l'Union européenne, quand elle a transité par un État tiers qui bénéficie de la qualification de pays tiers sûr, sa demande d'asile, donc bon, l'asile est un terme un peu générique, mais je vais quand même utiliser par facilité de langage, quand elle demande l'asile, on peut lui opposer ce qu'on appelle une irrecevabilité, donc ne pas examiner sa demande d'asile, au motif qu'elle est passée par un pays tiers sûr et qu'on peut donc la renvoyer vers ce pays. Donc concrètement, un pays tiers sûr, au sens du droit de l'Union européenne, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de risque d'atteinte au droit à la vie sur la base d'un motif discriminatoire, où il n'y a pas de risque d'atteinte grave, donc c'est-à-dire des traitements inhumains dégradants, et où il y a la possibilité de demander le statut de réfugié. Donc, je peux noter immédiatement que la Libye ne remplit aucun de ces critères. Mais malgré tout, elle fait partie des États cibles. Le deuxième objectif de la formation des autorités locales aux droits fondamentaux,
c'est de permettre de qualifier les ports de cet État de lieux sûrs. Donc ça rejoint un petit peu la même logique, sauf que là, il s'agit du droit international de la mer. Donc c'est une directive de 2004 qui est annexée à la Convention de Hambourg de 1979, qui est la Convention sur la recherche et le sauvetage, qu'on appelle la Convention SAR, pour Search and Rescue en anglais. Au regard du droit international de la mer, on ne peut débarquer des personnes qu'on a secourues en mer que dans un lieu sûr, c'est-à-dire un endroit où la vie des survivants n'est pas menacée et où leurs besoins fondamentaux vont pouvoir être satisfaits, et lorsque c'est nécessaire, un endroit à partir duquel ils vont pouvoir être transportés à ce qu'on appelle dans la Convention leur destination finale. Alors, c'est pas très heureux, mais c'est le terme qui est employé. Voilà, là encore, aucun critère rempli par la Libye. Et pourtant, l'Union européenne va déployer des moyens pour essayer de faire en sorte que la Libye satisfasse ces critères afin de pouvoir légaliser finalement le fait qu'elle lui sous-traite sa gestion des frontières extérieures et qu'elle y renvoie des personnes. Donc, plus globalement, il y a des politiques de l'UE qui visent à entourer en fait, les frontières européennes de pays sûrs et de lieux sûrs. Comment elle fait concrètement pour cela? Elle y travaille avec ce qu'on appelle des clauses migratoires. Donc, c'est des dispositions d'accords qui sont conclus entre les pays tiers et l'Union européenne. Le premier type de clause migratoire, c'est des clauses par lesquelles le pays tiers il va s'engager à reprendre sur son territoire les personnes déboutées de l'asile en Europe et qui ont transité par lui. Le deuxième type de clause migratoire, c'est une clause par laquelle le pays tiers il s'engage à la coopération dans la lutte contre l'immigration illégale, ce qui va se traduire par empêcher les personnes de quitter son territoire sans visa vers l'UE et à améliorer ses standards de droits fondamentaux, ce qui permettra de justifier pour l'Union européenne d'y renvoyer les personnes. En tout cas, ce qui est censé les justifier sur le plan légal. Donc, où sont ces clauses migratoires ? Soit dans des accords dédiés qui portent spécifiquement sur la gestion des migrations, c'est écrit dans le titre et on sait tout de suite ce que c'est, soit plus souvent, elles sont dans des accords qui sont a priori dédiés à d'autres sujets. Donc ça va être souvent dans des accords qui prévoient de l'aide au développement ou des accords sur la politique des visas ou des accords de commerce. Donc ça va être par exemple un accord qui prodigue tant d'aide au développement ou tant d'aide à la gestion des réfugiés à un État, en contrepartie de quoi il va y avoir des clauses migratoires par lesquelles l'État va s'engager à reprendre les personnes qui ont transité par lui et que l'UE va y renvoyer et à améliorer ses standards en droits fondamentaux pour légaliser tout ça. Des fois, c'est beaucoup plus informel que ça. Des fois, il s'agit finalement de documents qui ne sont pas juridiquement contraignants, mais qui mettent en exergue un certain soutien diplomatique de l'Union européenne ou une retenue de l'Union européenne dans la condamnation de certains comportements qui sont clairement contraires au principe de l'état de droit, aux droits fondamentaux, en échange de quoi les États en question vont s'engager dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. Donc on a la Turquie et l'Égypte qui sont des exemples un peu hybrides de tout ça et qui sont, surtout pour la Turquie, assez connus. Alors, où est la Libye dans tout ça ? Donc dans ces espèces d'accords, soutien financier ou diplomatique contre clause migratoire. Donc déjà, la Libye, elle est clairement identifiée comme l'Union européenne, comme un État cible, donc c'est dans les documents de différentes agences, notamment Frontex, comme un État cible en tant qu'État de transit qui donne accès à la route migratoire de Méditerranée centrale. Donc la route migratoire, ça veut dire que c'est un trajet récurrent emprunté par les personnes qui veulent rejoindre l'Europe sans visa. Cette route migratoire de Méditerranée centrale, elle mène en premier lieu à Malte et à l'Italie. Un peu plus loin à la Grèce, mais c'est essentiellement Malte et l'Italie qui sont concernées. C'est pour ça que les clauses migratoires qui concernent la Libye et l'UE sont en fait essentiellement dans des accords Italie-Libye que l'UE va financer, mais qui vont être conclus par l'Italie. Alors c'est assez récurrent pour l'Union européenne dans le domaine des migrations de en fait miser sur un État qui a ce qu'on va appeler un passif avec l'État tiers en question et qui du coup y est déjà implanté d'une façon ou d'une autre. Elle va passer par cet État pour conclure tout un tas d'accords et ensuite elle va mettre l'argent sur la table.
Donc concrètement, pour la Libye, je vais citer les principales occurrences de cela. La première, c'est en 2008, où il y a un accord qui a été intitulé Traité d'amitié, de partenariat et de coopération, qui a été conclu entre deux charmants individus qui sont Silvio Berlusconi et Muammar Kadhafi, et qui prévoyait des patrouilles maritimes italiennes dans les eaux territoriales libyennes et une surveillance satellitaire dans les eaux territoriales libyennes aux fins de prévenir l'immigration clandestine. Donc, encore une fois, l'immigration clandestine, c'est-à-dire sans visa. Et surtout, ce traité prévoyait un large financement de l'UE, donc l'UE qui a financé un dispositif satellitaire et de surveillance maritime à cette fin. En 2011, on était dans un autre contexte puisque Muammar Kadhafi était mort. Donc, de ce fait, l'accord était mis en péril. Mais tout au long du conflit libyen, c'est très intéressant de voir que l'Union européenne n'a pas du tout rétropédalé dans sa volonté d'associer la Libye à sa gestion des frontières extérieures. Au contraire, elle a mis 30 millions d'euros sur la table pour aider le premier des gouvernements transitoires reconnus par l'ONU, qui était le Conseil national de transition, pour l'aider à stabiliser la Libye, mais dans le même temps, le plan, alors là, ce n'était pas un accord, c'était un plan, donc un document qui n'est pas officiellement contraignant. Le plan d'utilisation de ces 30 millions d'euros impliquait la coopération du Conseil national de transition dans la gestion des frontières extérieures de l'Union. Donc en 2011, on est en plein massacre, concrètement. Muammar Kadhafi vient de mourir, mais voilà, l'Union européenne choisit de poursuivre. Ensuite, en 2017, encore changement de contexte, le CNT, donc le Conseil national de transition, est révolu depuis longtemps. On a le GNA, le gouvernement d'entente nationale de Fayez al-Sarraj que a évoqué Nour et que j'ai réévoqué tout à l'heure, qui est là et qui est le deuxième gouvernement transitoire reconnu par l'ONU. À ce moment-là, on repasse par l'Italie pour faire un nouvel accord. Donc cette fois, c'est un mémorandum Italie, gouvernement d'entente nationale, qui a été signé par Paolo Gentiloni et Fayez al-Sarraj et qui reprend exactement l'accord qui avait été signé par Silvio Berlusconi et Muammar Kadhafi en l'adaptant simplement au contexte du moment qui est finalement des flux de réfugiés, d'aspirants réfugiés beaucoup plus importants au regard des différents conflits et notamment le conflit libyen. En 2017, parallèlement à la reprise donc, de l'accord de 2008 dans un mémorandum, dans un nouveau mémorandum, cette fois, l'Union européenne a mis 48 millions d'euros sur la table dans le cadre d'un plan de soutien à l'Italie. Donc, ce plan de soutien à l'Italie, en fait, il mobilisait 48 millions d'euros du Fonds fiduciaire pour l'Afrique, qui est un fonds présenté comme humanitaire, mais qui sert quasi exclusivement à financer des opérations de gestion des frontières extérieures, c'est-à-dire de lutte contre l'immigration clandestine. Ces 48 millions d'euros, ils ont été utilisés principalement pour construire un centre de coordination et de sauvetage en Libye, à Tripoli. Donc le but, en fait, ça a été de construire ce centre pour étendre la zone de search and rescue, donc c'est-à-dire la zone maritime dont la Libye est responsable en termes de secours des embarcations en détresse. Et au moment donc, où il y a le nouvel accord qui est signé entre l'Italie et le gouvernement national et où l'Union européenne débloque ces 48 millions d'euros, il y a effectivement une extension de la zone de search and rescue qui est déclarée par la Libye. Ensuite, en 2019, une version approfondie de ce mémorandum a été adoptée, a été conclue, pardon. Elle a été contestée en justice aussi bien en Italie qu'en Libye, mais ça n'a pas empêché les premiers ministres du moment de le signer. Et maintenant, on a encore un nouveau gouvernement, donc le gouvernement exécutif transitoire depuis le début de cette année. Donc, la question pour l'UE, c'est est-ce que en fait, ça va continuer à fonctionner? Et pour le moment, c'est le cas. Alors, quand je dis ça fonctionne, c'est-à-dire la Libye continue à intercepter des personnes. Ça ne veut pas dire que les choses sont faites conformément aux standards européens. Mais pour le moment, ce qui se passe, c'est que la première visite du président du Conseil européen, Charles Michel, en Libye, c'est dans l'ordre du jour, consacrée en partie
à cette question d'un nouvel accord dédié à la gestion des frontières extérieures impliquant la Libye. Et le Premier ministre italien Mario Draghi également est visité Abdelhamid Dbeibah en Libye pour pouvoir évoquer cette question à plusieurs reprises déjà. Et nul doute qu'elle le sera au moins officieusement dans le cadre de la conférence de Berlin qui se tient actuellement. Donc voilà pour la place de la Libye dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, qui est extrêmement importante et que le conflit libyen n'a absolument pas remis en cause, s'il ne l'a pas renforcé, puisque finalement l'UE a fait face à des acteurs qui avaient besoin de soutien diplomatique et qui étaient donc d'autant plus prêts à en tout cas officiellement se poser comme partie prenante, on va dire, à sa gestion des frontières extérieures. Donc là, plus concrètement, je vais vous exposer les moyens déployés par l'UE pour développer ce rôle, les moyens opérationnels. Donc au-delà des accords, qui sont la perpétuation de ce qui existait sous Mouammar Kadhafi, mais adapté aux circonstances actuelles, l'UE déploie 2 opérations de politique de sécurité et de défense commune. Donc ces 2 opérations qu'on appelle des OPEX, qui sont pour l'une militaire et pour l'autre civile. Alors, l'OPEX militaire, elle est dans le cadre de NAVFOR Med évoqué tout à l'heure, et l'OPEX civile, c'est donc EUBAM Libya, en entier mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye. Donc cette fois, c'est dans le nom. Ces 2 opérations de politique de sécurité et de défense commune sont toujours actives à l'heure actuelle. Alors, je vais les traiter successivement. Tout d'abord, EUBAM Libya, donc la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières extérieures. Un peu rapidement pour qu'on ait le temps pour des questions. Oui, je vais faire ça un peu vite. Rapidement, EUBAM Libya a été lancée en 2013 pour former les gardes-frontières libyens, pour définir une stratégie libyenne de gestion intégrée des frontières. Donc voilà, je ne vais pas plus loin. Simplement, je vais passer tout de suite à EUNAVFOR Med, qui est maintenant donc, le cadre d'Irini. C'était auparavant le cadre de Sofia, qui était déjà impliqué dans la formation des autorités de sécurité maritime libyennes pour secourir / intercepter les embarcations de personnes souhaitant se rendre à l'Union européenne sans visa. Et depuis Irini, ce que je veux simplement préciser qui est important, c'est que Irini est vraiment présenté en termes de communication comme une opération de maintien de la paix, donc pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut dans la dimension sécurité, mais elle reprend en fait au titre de ses tâches secondaires les missions de Sofia, qui était l'opération de NAVFOR Med précédente, en matière de développement de capacités des gardes-côtes libyens et des autorités de sécurité maritime. Donc, ce qui est important de savoir, pour résumer, c'est que la zone d'opération de NAVFOR Med a été redéfinie avec Irini pour faire en sorte que Irini n'agisse que dans une zone maritime dans laquelle elle n'aura pas à faire d'opération de search and rescue qui implique un débarquement dans les ports de l'Union européenne. Donc, elle n'agit pas du tout au large des côtes européennes, mais uniquement au large des côtes libyennes et, si possible, loin des routes migratoires. Donc concrètement, voilà, l'UE mène cette politique en sachant pertinemment en réalité qu'il est impossible d'assurer le moindre respect des droits fondamentaux dans ce contexte, mais malgré tout, cette politique continue à impliquer la Libye et priori de manière croissante, et donc on va voir ce que ça donne avec le nouveau gouvernement exécutif transitoire. Mais voilà, je pense que vous avez déjà un certain nombre d'informations à digérer, donc je vais rester là-dessus.